Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir avec Jean-Claude pour cette session troubles respiratoires du sommeil thérapeutique qui nous permet d'accueillir à la fois des orateurs expérimentés et des jeunes chercheurs. Et je ne sais pas si vous avez vu le programme, mais on va prendre beaucoup de plaisir. Donc sans plus tarder, j'appelle Monsieur Martineau, qui nous vient de Belgique et qui va nous parler d'analyse automatisée des mouvements mandibulaires pour la titration de l'orthèse. Je vous rappelle que vous avez 8 minutes de communication. C'est pas la bonne présentation. Oui, il faut sortir déjà. Si, peut-être. Ici, ça, voilà. Okay. Et puis, je suis ici, voilà, bien vu, c'est gentil, merci. Voilà, merci. Voilà, je ne suis pas sûr d'être un jeune chercheur, mais bon. Donc, il s'agit d'utiliser l'analyse automatisée du mouvement mandibulaire pour gérer l'orthèse d'avancée mandibulaire, mes conflits d'intérêts. Je travaille dans le pharma, mais je suis aussi conseiller scientifique de Sunrise. Je voulais d'emblée remercier les personnes, centres qui ont participé à l'analyse des résultats, à mettre au point le protocole, l'équipe du professeur Jean-Louis Pépin, mes amis de Liège, les dentistes qui m'ont aidé beaucoup, Gilles Lavigne, Peter Sistoli et encore Atul Malhotra. En fait, il s'agit d'une étude observationnelle prospective d'une cohorte qui parcourt le trajet de soins en Belgique, qui est bien édicté dans le texte de loi pour en obtenir le remboursement. Ce texte de loi prévoit que le diagnostic soit fait au cours et au terme d'une polysomnographie de laboratoire et que l'activité de l'orthèse puisse être vérifiée en polygraphie. En polygraphie, nous l'avons fait au laboratoire pour éviter des biais d'analyse. Nous l'avons, cette polygraphie, toujours supplémentée d'une actimétrie périphérique, et elle était audio et télévisualisée pour vérifier que le patient dormait, qu'on n'ait pas de biais d'analyse du fait du temps de sommeil. Nous l'avons aussi, à l'insu de l'enregistrement polysomnographique et polygraphique, supplémenté d'un enregistrement, d'un monitoring du mouvement mandibulaire dont les données étaient transférées dans le cloud et toujours sont restées à l'insu du laboratoire. Mouvement mandibulaire, je vous montre ici une série temporelle, un fragment de 3 minutes qui montre le déroulement de ce mouvement et des changements respectifs qu'il va connaître alors que la ventilation s'exerce et que le flux se déroule, ce mouvement, en définitive, participe au raidissement du pharynx, alors que le diaphragme va se contracter, menacer la perméabilité du pharynx en créant une pression subatmosphérique. De ces mouvements, nous en dérivons des modifications stéréotypiques à l'occasion des désordres respiratoires que l'on peut scorer sur l'état du flux. On entraîne une machine en auto-apprentissage et on peut, au bout d'une validation, en délivrer des indices d'apnée ou d'hypopnée. Alors, si on s'en tient à ce que le trajet de soins belge nous sollicite, on ne peut apprécier qu'une réponse idéale. Il y a 2 points. La réponse, elle est positive, elle est négative. On connaît son amplitude, elle est nulle, mais on reste toujours confronté à l'accessibilité du laboratoire. La question de recherche qu'on a voulu ici, avec nos amis, poser, c'est la première réponse. Est-ce que l'orthèse, lorsque finalement elle est déposée physiquement sur la mandibule, ne va pas altérer l'information que ce mouvement supporte? C'était la première question de recherche. La deuxième question de recherche, c'était de compléter ce trajet de soins par des mesures au domicile, à l'insu du laboratoire, avec le dispositif d'enregistrement de ces mouvements, pour voir si la réponse était effectivement linéaire, que si on ne la capturait que par 2 points de mesure. Nous avons utilisé une orthèse imprimable 3
3D, ajustable, millimètre par millimètre, parce que voilà, la mortesse ici peut être réimprimée à différentes positions du splint inférieur. Nous avons utilisé le dispositif Sunrise, dont les données étaient transférées en dehors du laboratoire, et demandé que ce scoring soit réalisé par deux scoreurs certifiés. Alors, à l'entrée, nous avions 135 patients, 105, on était au décours de la période Covid, ont pu, dans l'intervalle des 6 mois requis par le texte de loi, si on sort de ces 6 mois, on perd l'occasion de solliciter le remboursement. 105 ont pu être finalement au laboratoire enregistrés, et 93 ont concédé à bénéficier d'une surveillance au domicile avec des interactions hebdomadaires, l'exposition à des questionnaires par le dentiste et la titration sur base d'un rapport à travers le questionnaire qui vérifiait l'observance, la bonne tolérance et l'activité de cette orthèse. Ces questionnaires, ces réponses, cette titration, toujours à l'insu des données enregistrées au domicile du mouvement mandibulaire. Et je vous présente ici, après avoir refait au domicile le diagnostic, passer, je dirais, le deal avec le patient qu'une orthèse réalisait le meilleur traitement pour lui. En première intention, je vous montre les résultats de 3 moments de titration. Alors, la titration il s'effectue par convention à partir de 60% de la propulsion mandibulaire active. Vous voyez, c'est déjà un résultat que le point intermédiaire se situait à près de 70% et le dernier point final à 75%. La caractéristique de la population étudiée, c'est celle typiquement qu'on adresse à une orthèse avec un indice d'événements type d'apnée d'hypopnée autour de 22, avec, vous voyez, un indice de masse corporelle, c'est la distribution de cet indice, une médiane qui montre des patients en surpoids, un temps de sommeil appréciable, des caractéristiques assez typiques pour ce type de population. Première réponse à la première question de recherche, à travers un graphe de Blantarmans, on va mesurer le biais de mesure de l'IAH par, d'une part, l'appréciation en polygraphie de l'activité de l'orthèse et, d'autre part, à son insu, le monitoring du mouvement mandibulaire. Vous voyez que la distribution sur l'échelle des valeurs absolues de cet indice est très superposable pour ce qui est de leur mesure en polygraphie ou au terme de l'analyse du monitoring du mouvement mandibulaire, et que le biais de mesure est minimale, 0,24, et qu'en définitive, cette analyse de Blantarmans montre une forte concordance entre, d'une part, le scoring polygraphique et l'estimation que le modèle exercé sur le monitoring du mouvement mandibulaire pouvait en faire en fin de titration mesure au laboratoire. Est-ce que ça marche, l'orthèse, et quelle est l'appréciation qu'on peut, la mesure qu'on peut en avoir toujours au laboratoire? Voilà la distribution des mesures de l'IH, tantôt par polygraphie, au départ polysomnographie, c'est en bleu, et la superposition des courbes vous donne un aspect, vous voyez, des courbes de distribution, de densité de l'IH sont très superposables quand on confronte leurs mesures par mouvement mandibulaire ou par scoring polygraphique. Et vous voyez aussi que la tendance à la réduction appréciée par la médiane de cette distribution est quasi superposable, quelle que soit la manière dont on va calculer cette IH. Donc l'analyse du mouvement mandibulaire au laboratoire en fin de titration montre une réduction tout à fait significative de l'IH qui est fort superposable, quelle que soit la méthode de mesure que l'on va adopter. C'est un modèle qui apprécie ça, un modèle qui traite l'effet fixe, qui est pur l'intervention thérapeutique de ces effets aléatoires et qui tient compte du temps total de sommeil qui n'a pas ici impacté d'une quelconque façon cette réponse. Que se passe-t-il au domicile quand on fait le suivi pas à pas de la titration des graphes de densité de distribution de l'IH? Eh bien, vous voyez que la réponse n'est pas linéaire, que des effets largement appréciables sont déjà
obtenue avec 60% d'avancée de la propulsion maximale, qu'on va gagner encore en position intermédiaire. Vous voyez que la moyenne de la réduction estimée par le modèle est déjà de quasiment moins 48%. On va monter à moins 60%, puis on ne va plus beaucoup bouger au dernier palier de titration. Si on regarde, non pas la réponse de l'IH, mais le pourcentage de respondeurs, c'est souvent comme ça qu'on montre les données de leur thèse dans la littérature. Bien, vous voyez qu'avec une avancée de 60% de la propulsion mandibulaire active, on a 54% déjà de répondeurs qui vont réduire leur index de moins 50% et 25%, le quart, vont réduire leur IH en dessous de 5 et que la moitié le réduiront à l'étape finale de la titration. Donc l'analyse des mouvements mandibulaires au domicile à l'insu du laboratoire montre une réduction progressive de l'IH en fonction du degré d'avancement et que la réduction de l'IH est tout à fait similaire à celle mesurée au laboratoire. Et les symptômes, les PROM, l'acronyme barbare là, qui désigne, varient de manière concordante. On a une évolution clinique. Ces patients ont été exposés à des questionnaires étendus, dont je résume ici, tant au laboratoire qu'au domicile. Et ça, c'est bien corrélé avec le changement de l'IH. Donc, conclusion, les mouvements mandibulaires et leur monitoring pendant le sommeil continuent d'informer sous la contrainte physique de l'orthèse d'avancée mandibulaire. On peut capturer au domicile, à l'insu du laboratoire, toute l'information d'intérêt pour la bonne conduite du traitement. La réponse à la titration au domicile n'est pas linéaire. En effet, appréciable peut déjà être obtenue à des niveaux d'avancée inférieurs à 70% de la propulsion maximale active. Nous pensons que l'analyse automatisée des mouvements mandibulaires est associée. C'est un outil robuste et fiable et elle est associée à la réponse au laboratoire. Elle nous permet d'optimaliser la titration au domicile de cette orthèse, ce qui, bien sûr, on peut l'escompter, on facilitera l'indication et la mise en œuvre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On a déjà un tout petit peu dépassé, donc je propose qu'on enchaîne les présentations et on gardera un peu de temps pour les questions. Alors, on a 3 présentations là qui présentent des données issues d'une cohorte similaire, donc on propose d'enchaîner les 3 orateurs et de garder un peu de temps pour les questions à la suite. Et donc, j'accueille avec plaisir Abdelkébir qui va nous présenter les premiers résultats. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier le Conseil scientifique de la SFRMS de nous avoir donné cette opportunité de vous présenter en fait trois études qui viennent du même labo. Et je commence, voilà mes liens d'intérêt. L'objectif de cette première étude était de déterminer si l'arrêt du traitement par PPC est associé à une augmentation de risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs, ce qu'on appelle le MACE. Je vais utiliser cet acronyme anglais dans cette présentation, par rapport à la poursuite du traitement par PPC. Alors, ce qu'on a fait dans cette étude, on a les données dans cette étude, les données de la cohorte du sommeil des Pays de la Loire ont été couplées à la base de données de l'assurance maladie pour identifier les MACE et aussi l'adhésion aux médicaments cardiovasculaires pour voir s'il y a l'observance de PPC, l'observance du traitement par PPC est aussi liée à l'observance du traitement cardiovasculaire aussi. Alors, on a inclus dans cette étude à peu près 4200 patients avec un suivi de 8 ans. Avec 2 groupes, on a à peu près 1500 patients. C'était des patients qui ont arrêté le traitement pendant ce suivi de 8 ans et 2700 patients qui ont été adhérents au traitement avec une observance moyenne supérieure ou égale à 4 heures. Alors, la première chose qu'on est allé regarder, c'est comparer l'adhésion aux médicaments cardiovasculaires en fonction de l'adhésion à la PPC. Et on voit ici, en vert, le groupe qui continuait, qui était adhérent au traitement à une observance supérieure à 4 heures par rapport au groupe qui a arrêté le traitement pendant
le suivi et on voit que l'adhésion aux médicaments cardiovasculaires était significativement plus faible dans le groupe d'arrêt de la PPC par rapport au groupe qui continue le traitement. Et ça, c'est une information très, très importante. Après, on s'est intéressé juste au groupe qui arrête le traitement. On se dit, est-ce qu'il y a un changement de l'adhésion après l'arrêt de la PPC? Et quand on regarde ce groupe, le groupe qui arrête la PPC, on regarde l'adhésion au traitement, et bien cette adhésion qui était déjà plus bas, elle va continuer à diminuer après l'arrêt de la PPC. Alors déjà, on voit qu'il y a quand même un comportement, c'est une question de comportement chez certains patients où l'adhésion n'évolue pas. Et d'ailleurs, quand on regarde la bibliographie sur les 20 dernières années, l'adhésion n'a pas beaucoup bougé malgré tous ces avancements technologiques, le télésuivi, ainsi de suite. Il y a une proportion des populations qui sont sous PPC aujourd'hui, ils ne sont pas adhérents parce que c'est un problème de comportement. Après, quand on regarde les résultats de l'analyse multivariée qui est ajustée aux facteurs confondants, on trouve ici que l'arrêt de traitement par PPC est associé au MACE. Les patients qui arrêtent le traitement augmentent leur risque de MACE de 39%. Il augmente leur risque de mortalité, toutes causes confondues, et il augmente leur risque d'AVC. Et on a regardé tous ces événements, on les a considérés séparément, en fait, bien sûr, l'un des autres. Après, on a fait des analyses de ce groupe, une première analyse qui était stratifiée par les caractéristiques du patient. On a regardé l'âge, le sexe, l'histoire de problèmes cardiovasculaires. Et tout ce qui sort dans cette analyse de ce groupe stratifié par les caractéristiques, c'est que les sous-types de symptômes, on voit que les patients qui ont un sommeil perturbé ou qui sont somnolents ont un risque plus élevé. Et dans une deuxième analyse de ce groupe, on a regardé cette fois-ci en stratifiant les indices de gravité du SAS, l'IAH, l'index de désaturation d'oxygène, le T90 et la charge hypoxique. Et dans cette analyse, on a montré qu'il y a une tendance d'augmentation de risque avec l'hypoxie nocturne, qui est exprimée en termes d'index de désaturation, de T90 et de la charge hypoxique. Je précise encore une fois, c'est la charge hypoxique, on appelle ça SAS hypoxia, c'est une charge hypoxique qui est liée aux apnées du sommeil. Les messages à retenir, cette belle figure réalisée par Sébastien, qui résume tout ici. En gros, on a une inclusion sur une cohorte de 4200 patients à peu près. On a montré que l'arrêt de PPC par rapport à la poursuite du traitement est associé à un risque élevé de MACE et d'AVC. Ces résultats soulignent la nécessité aujourd'hui de mettre en place des programmes de soutien aux patients avec des approches éducatives, comportementales, technologiques. Bien sûr, le télésuivi apporte un peu, mais tout ça doit être centré plutôt sur le patient afin d'assurer une adhésion adéquate au traitement. D'autres études sont nécessaires pour évaluer si les interventions visant à prévenir l'arrêt du PPC peuvent avoir un impact positif sur les résultats cardiovasculaires et la mortalité chez les patients souffrant du SAS. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Kébir. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, puisqu'on reste dans la thématique de l'observance et des comportements favorables à la santé, avec le docteur Claire Launois, qui nous vient du CHU de Reims. Et donc, on laissera un temps de questions à l'issue de la présentation suivante. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter cette étude qui s'est intéressée aux associations entre comportements favorables à la santé, utilisation des ressources de santé et observance ultérieure de la PPC. Et donc, c'est effectivement encore une étude qui a été réalisée à partir des données de la cohorte sommeil des Pays de la Loire.
Voici mes liens d'intérêt. Alors, l'effet Elcia-Derrer, c'est un phénomène au cours duquel les patients qui adhèrent à des thérapies médicales ont tendance, en parallèle, à mieux prendre soin d'eux-mêmes en adoptant divers comportements qui vont améliorer ou maintenir leur état de santé. Donc, c'est un petit peu présenté ici de manière humoristique, où vous voyez qu'il y a un patient qui est observant et qui, en même temps, pratique de l'activité physique, a une alimentation saine, et puis son voisin, qui est un patient non observant, et il a des règles hygiéno-diététiques qui sont beaucoup moins favorables à sa PPC, à sa santé. Donc cet effet Elcia-Derrer, il fait l'objet aujourd'hui d'une attention croissante dans le domaine du syndrome d'apnée du sommeil, parce que potentiellement, il pourrait être une source de biais dans l'interprétation des études observationnelles qui étudient les associations entre observance de PPC et morbimortalité. Alors, l'objectif premier de cette étude, c'était de déterminer si divers comportements qui sont favorables à la santé peuvent être associés à une bonne observance ultérieure de la PPC. Donc pour ça, nous avons recueilli les données concernant la consommation d'alcool des patients, leur statut tabagique, l'observance à la vaccination antigrippale, l'observance à du dépistage de cancer, donc les mammographies pour les femmes de 50-74 ans, dosage de PSA pour les hommes de 50-74 ans. On a regardé aussi l'observance de médicaments dits cardioprotecteurs, donc bêta-bloquants, antihypertenseurs, hypolipémiants et antigrégants plaquettaires. Et puis, considérant que conduire alors qu'on est somnolent est un comportement à risque, on a également recueilli, par des données d'interrogatoire, les accidents ou presque accidents liés à la somnolence. Et puis, on a également regardé les associations entre l'utilisation des ressources de santé et l'observance de la PPC. Donc ces données, elles ont été réalisées à partir des données cliniques de l'accord sommeil des Pays de la Loire et donc ont été également couplées à celles du SNDS, donc le Système national des données de santé. Ont été considérés pour inclusion les patients apnéiques qui avaient débuté la PPC entre début 2012 et fin 2018. Une bonne observance de la PPC était définie comme une utilisation moyenne quotidienne de la PPC de plus de 4 heures par jour à 2 ans et une bonne observance des médicaments cardioprotecteurs comme un ratio dispensation par la pharmacie sur la prescription médicale supérieur ou égal à 80%. Et donc, ces marqueurs de l'effet Elcia-Derrer, ils ont été étudiés au cours des 2 années précédant la mise en place de la PPC. Donc, voici le flowchart de la sélection des patients étudiés. Et donc, vous voyez qu'ont été inclus dans l'étude 2836 patients. Et parmi ces 2836 patients, il y avait 35% des patients qui étaient considérés non observants, donc c'est-à-dire soit ils avaient arrêté la PPC, soit ils avaient une observance quotidienne à moins de 4 heures par jour. Donc très brièvement, la description de la population de l'étude. Donc c'était une cohorte de patients typique de patients apnéiques, avec un âge médian de 58 ans, majoritairement des hommes, le plus souvent obèses, avec des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques fréquentes. Alors voici un des résultats principaux de l'étude qui montre donc l'analyse en régression logistique donc, de ces divers comportements favorables à la santé associés avec l'observance ultérieure de la PPC. Donc en trait plein, c'est la comparaison des patients observants avec les non-observants et en pointillé, c'est la comparaison des patients observants avec ceux qui ont arrêté la PPC. Et donc vous voyez que être observant à ces médicaments cardioprotecteurs est associé à une bonne observance ultérieure de la PPC. Si on regarde dans le détail, c'est vrai aussi pour les hypolémiants et les antihypertenseurs. Le fait de ne pas avoir présenté d'accident pour somnolence ou presque accident est également associé à une meilleure observance de la PPC. Et pareil, le fait d'être non-fumeur est associé à une meilleure observance ultérieure de la PPC. Et par contre, on n'avait pas de résultats significatifs pour dépistage de cancer et observance de la vaccination antigrippale. Donc voilà, donc vous voyez que finalement, un certain nombre de comportements favorables à la santé sont associés avec une bonne observance ultérieure de la PPC. Et puis donc le deuxième résultat principal de cette étude, donc là cette fois-ci, on a regardé l'utilisation des ressources de santé, donc on s'est intéressé aux consultations ambulatoires, aux consultations chez le médecin généraliste, aux consultations au sein de l'hôpital,
au nombre de jours d'hospitalisation et puis au pourcentage de patients qui avaient eu une visite aux urgences. Et donc, on a regardé les données les 2 années précédant la mise en place de la PPC et puis les 2 années suivant la mise en place de la PPC. Donc, vous avez en bleu clair les patients observants et en bleu foncé les patients non observants. Et donc, vous voyez que les patients observants utilisent moins les ressources de santé, aussi bien avant qu'après la mise en place de la PPC, ce qui suggère que les patients observants sont quand même en meilleure santé que les non-observants. Donc finalement, les messages clés de cette présentation, donc c'est juste ce que je viens de vous dire. Donc patients observant la PPC, ils utilisent moins les ressources de santé, aussi bien avant qu'après la mise en place de la PPC. Une bonne observance ultérieure de la PPC est associée à l'absence de tabagisme, la bonne observance des médicaments cardioprotecteurs et l'absence d'accidents liés à une somnolence. Et donc, tous ces résultats suggèrent que les patients observants sont soit en meilleure santé, soit adoptent davantage de comportements favorables à leur santé. Et donc, le message, c'est qu'il est certainement judicieux de prendre en compte certains marqueurs de l'effet Alzheimer quand on veut étudier les associations entre observance de PPC et morbimortalité dans les études observationnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Claire, et on enchaîne donc toujours sur l'observance, mais cette fois-ci par l'approche du seuil d'éveil respiratoire par Maxime Patou de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Maxime, c'est à toi. Merci, et merci au comité d'organisation d'avoir sélectionné ce travail. Donc effectivement, on va parler du seuil respiratoire et de son lien avec l'observance. Et donc c'est encore des données de l'accord des Pays de la Loire. Je vous mets ici mes conflits d'intérêts avec des prestataires, avec des fabricants et avec des laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Donc pour la prise en charge des patients apnéiques, globalement, on est quand même dans une situation un petit peu compliquée actuellement, avec un nombre de patients qui ne fait que croître. On est passé à plus de 1,6 million et ça continue de croître, avec des patients qui sont donc de plus en plus nombreux, une charge de soins qui est de plus en plus importante et des médecins qui sont de moins en moins nombreux. Et en parallèle de ça, et de manière un petit peu gênante, le nombre de patients qui est adhérent à son traitement par PPC décroît au cours du temps, et on sait que l'observance, les patients qui continuent le traitement par PPC, est de 50% à 3 ans après l'initiation, ce qui pose un problème d'utilisation adéquate des ressources. Et ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir identifier les patients qui ne vont pas être observants assez tôt pour leur donner plus de ressources et pour leur permettre d'avoir une prise en charge renforcée comparativement à des patients qui ont de bonnes chances d'être observants et pour lesquels on aimerait bien avoir une intensité de soins moindre. Alors, les déterminants de l'observance, il y en a beaucoup qui sont décrits dans la littérature. Donc, bien évidemment, l'environnement dans lequel on est, le bas niveau socio-économique, le fait d'être marié, ça va aider à l'observance. Le fait d'avoir des comorbidités, notamment cardiovasculaires, peut avoir un impact aussi sur l'observance. Et bien évidemment, les symptômes des patients vont aussi avoir un impact, puisque un patient polysymptomatique va juste avoir les inconvénients du traitement par PPC et ne va pas en ressentir les bénéfices, alors qu'à l'inverse, un patient symptomatique, très nicturique, très somnolent, la bouche très sèche, eh bien, il va percevoir tout de suite le bénéfice du traitement et va engager dans le traitement. Et donc ça, c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas trop, en tout cas qu'on connaît. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce qui se passe pendant le sommeil ne peut pas avoir un impact justement sur l'observance du traitement? Et donc le sommeil, c'est un état qu'on essaye d'avoir le plus pérenne possible au cours de la nuit, mais on va quand même s'éveiller quand on a des événements, et notamment on va avoir des événements apnéiques, hypopnéiques qui vont nous réveiller. Et donc le seuil d'éveil, c'est un concept relativement simple qui est quelle est la sensibilité de mon cerveau à me réveiller quand il y a un événement respiratoire qui survient ou un autre événement d'ailleurs. Et donc on définit ce seuil d'éveil respiratoire à partir de la donnée de l'enregistrement du sommeil, polygraphique ou polysomnographique. On va mesurer combien de temps quelle est la fréquence des apnées et des hypopnées, on va mesurer le temps de désaturation, et avec tout ça, on va pouvoir déterminer le seuil de réveil de manière assez facilitée. Ce seuil de réveil, on peut l'évaluer de manière invasive, mais ce n'est pas utilisable en pratique clinique. Et donc, nos collègues américains ont défini ces 3 critères-là comme des marqueurs de seuil d'éveil bas. En gros, si vous avez un patient qui a plus de 15 apnées par heure, ça va être un des premiers critères d'avoir un seuil bas d'éveil. Ensuite, une fraction d'hypopnée qui va être élevée. Et donc, on comprend ça assez facilement. Le patient fait des hypopnées, il n'a pas le temps d'avoir des apnées, il va se réveiller et donc on aura moins d'apnées. Et donc, à l'inverse, les patients
apnéiques et pas hypopnéiques, ils vont avoir un seuil de réveil qui va être plus haut. Et le corollaire de ça, c'est le nadir de saturation, puisque bien évidemment, quand vous avez des épisodes qui vont être courts et ils vont être probablement moins désaturants que des patients qui vont avoir des épisodes longs et qui vont se réveiller. Donc, on a pris ces critères diagnostiques, on a essayé d'évaluer le seuil d'éveil et on a utilisé l'accord des Pays de la Loire. On a, pour cette étude, décidé de s'intéresser uniquement aux patients qui ont un SAS sévère. La raison pour laquelle on a choisi cette population, c'est qu'on voulait des patients qui, normalement, devraient être adhérents à la PPC, puisqu'ils ont en tout cas une indication qui est reconnue par les sociétés savantes. Et donc, on a pris ceux qui étaient traités par pression positive, continue ou auto-pilotée. Donc, vu qu'on avait une population un petit peu particulière, comme je vous ai dit, le seuil d'éveil, on le calcule avec l'index d'apnée-hypopnée, et pour avoir un seuil d'éveil bas, il faut avoir 2 critères sur 3. Nous, dans notre étude, tous les patients avaient forcément un critère, puisqu'ils avaient, par définition, plus de 30 apnées par heure, et donc on a évalué essentiellement l'impact de la fraction d'hypopnée au cours de l'enregistrement, et plutôt que le nadir de saturation, dont on sait qu'il est associé à des artefacts et qui peut être assez rapidement, on a décidé d'utiliser un marqueur de l'hypoxémie au cours du sommeil, qui était le temps inférieur à 90. On a aussi fait avec l'hypoxic burden, et on avait des résultats qui étaient similaires. Donc quand on reprend, et donc notre critère pour classer la population, entre observant et pas observant, on avait une durée à 1 an, et donc à 1 an, regardez si le patient il avait une observance moyenne supérieure à 4 heures, ou s'il avait été désappareillé, et donc ça allait rentrer dans la catégorie de patients non observants à 1 an de l'examen diagnostique. Donc, dans l'accord des Pays de la Loire, sur la même période, il y a eu 9790 patients qui étaient référés pour un examen du sommeil. Parmi ces patients-là, il y en a 2157 qui ont eu un syndrome d'apnée du sommeil sévère traité par pression positive continue. Et dans cette population-là, on retrouve des chiffres qui sont quand même assez constants. À 1 an, on a 30% de patients qui sont non observants, malgré le fait que ce soit des SAS sévères pris en charge par des équipes qui connaissent bien la pathologie. Quand on regarde dans notre population les seuils d'éveil bas, eh bien, au final, on a déterminé qu'une fraction d'hypopnée qui était supérieure ou égale à 70% et ou un temps qui était inférieur à 90% de la nuit, inférieur à 3,7%, eh bien, c'était extrêmement prévalent. Et ça, c'est un premier résultat qui est intéressant, c'est de se dire que dans une population de SAS sévère, eh bien, on a quand même 52% des patients qui gardent un seuil d'éveil bas et donc qui vont avoir un phénotype probablement particulier. On est en train de regarder les caractéristiques de cette population. Est-ce que ça, c'est un élément qui est associé à l'observance? Eh bien, la réponse est oui, en analyse multivariée, en corrigeant avec tous les facteurs confondants qui ont été déjà présentés dans les diapositives précédentes. Quand vous avez peu d'hypopnée et quand vous avez peu de retentissement sur l'hématose nocturne, eh bien, vous aviez un surrisque en analyse multivariée pour être non observant. Et quand on regarde sur une dimension temporelle, eh bien, vous voyez que les patients qui ont un seuil d'éveil bas, qui sont en ligne bleue, vont être plus rapidement désappareillés que les patients qui ont un seuil d'éveil haut, à savoir pas de fraction d'hypopnée et pas de temps et un temps supérieur à 3,7%. Donc la conclusion de ce travail, c'est que le seuil d'éveil, au final, il a un rôle important dans la prise en charge des patients et que comparativement à d'autres marqueurs qu'on peut utiliser comme le ventilatory burden qui a été publié récemment, il est très facilement évaluable puisqu'on a toutes les données dans nos rapports de polysomnographie et donc ça peut nous aider à cibler nos patients et notamment on pourrait se poser la question d'utiliser ce critère-là pour prioriser un traitement par PPC ou un traitement par orthèse, puisqu'on sait que l'orthèse peut être efficace et que probablement un traitement par orthèse va moins être gênant pour un patient qui a un seuil d'éveil bas. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une PPC et que va y avoir des fuites chez un patient qui a un seuil d'éveil bas, il est plus probable de le ressentir et donc d'être non observant et donc d'être gêné et donc d'être non observant, alors qu'avec une orthèse, ça pourrait ne pas être le cas. Ça, bien évidemment, ce sont des spéculations de ma part et il faudra faire des études prospectives pour valider tout ça. Merci. Merci beaucoup Maxime. Du coup, on a un peu de temps pour les questions, 5 minutes pour les 4 premiers orateurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour ces belles présentations. Moi, j'aurais une question pour Maxime Patou. J'aurais souhaité savoir si vous avez regardé
quel était éventuellement pour les patients qui auraient eu des oxymétries après, si les patients, par exemple, qui étaient désappareillés, auraient pu avoir une non-correction de leur seuil d'éveil. Enfin, voilà, voir si on pouvait voir quelque chose éventuellement sur l'oxymétrie dans le suivi de ces patients qui pourrait expliquer, je ne sais pas, des répondeurs, non-répondeurs. Merci pour la question. Alors, dans la cohorte des Pays de la Loire et dans la pratique courante, et d'ailleurs dans les recommandations, il n'y a pas de réalisation d'oxymétrie systématique, donc elles ne sont pas faites. Donc on n'a pas de données, en tout cas pas à large échelle, hormis dans des cas très rares. Donc je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Merci beaucoup à tous les quatre. J'ai une question pour Claire et Kébir. Là, dans la cohorte sommeil des Pays de la Loire, il y a un appariement avec les données de santé. Comment, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des façons d'évaluer l'observance des traitements médicamenteux chez un patient qu'on voit en consultation? Parce que depuis que je suis au courant de ces recherches, je fais un petit peu plus attention. Mais je me dis, en fait, à part demander aux patients, j'ai pas d'autre façon de faire. Est-ce qu'il y a des questionnaires? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Bon, tu me diras si tu dis la même chose que moi. En pratique clinique, non, je pense, à part les interroger, il n'y a pas de façon évidente d'avoir ce type de données. Hein. Oui, c'est ça. En fait. Ils n'ont pas la chance d'avoir l'appariement aux données de sécurité sociale, et dans d'autres pays, il n'y a même pas ça, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même certainement... voilà, les patients observants sont certainement des patients différents des non-observants. Sandrine, pour essayer de répondre un petit peu à cette question, on a travaillé avec une pharmacienne sur la façon dont, pour une thèse, la façon dont les patients prenaient leur traitement, savoir s'ils avaient le souvenir et si c'était corrélé éventuellement, enfin le souvenir des noms des médicaments, corrélé par rapport à l'observance, la façon dont ils le prenaient. Et en fait, c'était assez proche, de telle sorte que je pense que si un patient n'est pas capable de te dire oralement quels sont les médicaments qu'il prend, ou le nom global, ou enfin, ce patient ne prendra pas son traitement. Globalement, c'est peut-être très descriptif, mais je pense que c'est rapproché. Je pense qu'il y a une autre question. D'autres questions? Ah oui, monsieur. Une question pour Maxime. On a des données de différentes cohortes qui montrent qu'il y a un effondrement de l'observance thérapeutique avec des arrêts de plus en plus fréquents en France. Est-ce qu'il y avait dans l'étude un score EASI pour évaluer l'insomnie d'un point de vue clinique? Et la deuxième question, est-ce que tu penses qu'il sera possible d'étudier dans ta cohorte, enfin dans la cohorte de Frédéric, l'évolution de l'index d'apnée-hypopnée, de la composante hypopnée avec le temps? En d'autres termes, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hypopnée dans le diagnostic des patients qui sont inclus dans la cohorte? Je te remercie. Merci pour la question. Alors, pour la deuxième partie, je ne pourrais pas répondre sur les tendances de l'évolution des hypopnées. Pour le score EASI, on ne l'a pas inclus dans la cohorte comme facteur confondant. Ça pourrait être intéressant effectivement de regarder s'il n'y a pas un lien. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le modèle multivarié, on avait quand même une certaine robustesse sur les différents modèles, y compris en prenant d'autres marqueurs qui font quand même dire que probablement ce low arousal threshold, ce seuil d'éveil bas, il est quand même assez pertinent, surtout que derrière, on a quand même un bon rationnel physiopathe. Et je vous en ai pas parlé dans l'introduction, mais on a quand même 2 études contrôlées randomisées sur lesquelles il y a eu des analyses post-hoc qui valident aussi ces marqueurs-là comme des déterminants de l'observance. Peut-être juste un commentaire, mais qui est ouvert à discussion pour la présentation de M. Martineau. Ce qui sera probablement intéressant, vous n'en parlez pas dans vos résultats, mais je pense que c'est sous-tendu, l'intérêt de votre proposition pour la titration pourrait être intéressante dans le suivi des patients. On pourrait imaginer qu'une fois par an, par exemple, il puisse y avoir ce type de test fait à partir de leur orthèse pour comme une sorte de compteur, l'équivalent de ce qu'on a pour la BPC. Et ce qui sera peut-être intéressant, c'est grâce à ça et la simplification que l'on aura à pouvoir évaluer son efficacité, il sera intéressant de voir si le pourcentage de patients qui arrivent au traitement à l'orthèse
peut augmenter avec le temps, parce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, enfin c'est vraiment un objectif fort. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer aux sessions suivantes, enfin aux questions suivantes. Merci encore pour ces belles présentations. On va appeler donc Clarisse Miquel pour parler de la somnolence résiduelle sous pression positive continue, cause sous-jacente. C'est à vous. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter ce travail réalisé du coup dans le service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière, supervisé par le professeur Arnulf et le docteur Partout, portant sur la somnolence résiduelle sous PPC chez les patients traités dans le cadre d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Alors, pour commencer, la PPC elle est considérée comme le traitement standard du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Cependant, malgré la réduction significative des événements respiratoires, 10% des patients continuent de se plaindre du somnolence diurne excessive. Actuellement en France, 2 molécules éveillantes ont l'AMM et peuvent être ainsi prescrites en cas de somnolence constante, handicapante et insensible aux mesures comportementales. L'objectif de notre étude était ainsi d'étudier les causes de somnolence résiduelle en s'appuyant de critères cliniques et de critères polysomnographiques. On a conduit du coup une étude monocentrique, rétrospective, incluant tous les patients adressés dans le service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière pour somnolence résiduelle sous PPC entre début janvier 2021 et fin janvier 2023. Les patients ont rempli un questionnaire écrit, ils ont tous bénéficié d'un entretien semi-standardisé par un médecin du sommeil et les données de PPC ont été recueillies sur leurs 30 derniers jours avant leur hospitalisation. Ils ont par la suite tous effectué un bilan de 48 heures, composé d'une première PSG suivie de TIL, puis d'une deuxième nuit avec journée continue. À l'issue du bilan, les patients étaient catégorisés selon les critères de l'ICSD 3 par un médecin du sommeil dans l'un des groupes ou dans plusieurs groupes en cas d'origine multifactorielle de l'hypersomnolence. Donc, il y avait les hypersomnolences d'origine centrale en cas de diagnostic de narcolepsie ou d'hypersomnie idiopathique, en lien avec un trouble psychiatrique qui était majoritairement des troubles de l'humeur, associés à une pathologie médicale connue pour être responsable d'hypersomnolence, les pathologies inflammatoires, cancéreuses, les maladies neurodégénératives par exemple. L'hypersomnolence en lien avec la prise d'un traitement sédatif connu pour être très fréquemment responsable de somnolence dans le Vidal. En lien avec un SAS insuffisamment contrôlé, en lien avec une dette de sommeil. Et enfin, le dernier groupe était composé des hypersomnolences sans cause retrouvée. Alors, au niveau des résultats, comme le montre le flowchart, 129 patients étaient éligibles, 99 patients ont été inclus dans l'analyse finale, 30 patients ont été exclus pour diverses raisons. 36 patients présentaient du coup une hypersomnolence en lien avec un trouble psychiatrique. Chez 26 patients, il n'a pas été retrouvé de cause de somnolence. 22 patients prenaient au moins un médicament ou une substance sédative. Il a été retrouvé une hypersomnie centrale chez 16 patients, 11 cas d'hypersomnie idiopathique et 5 cas de narcolepsie. 14 patients présentaient une pathologie médicale connue pour être responsable d'hypersomnolence. Chez 11 patients inclus, le SAS était insuffisamment contrôlé et 11 patients étaient en privation de sommeil. Donc, alors, la somme ici dépasse 100% parce que les patients, à l'issue du bilan, pouvaient être catégorisés dans l'un des groupes ou dans plusieurs groupes en cas d'origine multifactorielle. Cette figure souligne bien l'origine multifactorielle de l'hypersomnolence résiduelle. Parmi les 99 patients inclus, il a été retrouvé qu'une seule cause chez 42 patients de somnolence, tandis que 31 patients présentaient au moins 2 causes combinées de somnolence. Toutes les causes de somnolence pouvaient être combinées entre elles, et on peut même voir que les 2 derniers patients, par exemple ici, présentaient 4 causes associées de somnolence. Nous avons par la suite comparé les patients qui présentaient une hypersomnolence objective sur le bilan de 48 heures de ceux qui ne présentaient pas de somnolence, d'hypersomnolence objectivée sur le bilan de 48 heures. 20% des patients de la série présentaient une somnolence objective. L'hypersomnolence objective était caractérisée par une latence au TIL inférieure à 8 minutes ou un temps de sommeil total sur la deuxième nuit et la journée continue supérieur à 11 heures.
Les patients qui présentaient une somnolence objective étaient plus jeunes et avaient un IMC plus élevé. Curieusement, ils n'étaient pas plus somnolents sur l'échelle des Epworth et ne présentaient pas plus de somnolence au volant. Il n'y avait pas de différence en termes de sexe, de comorbidité somatique, psychiatrique. Il n'y avait pas de différence en termes d'observance de la PPC ou d'efficacité de la PPC. Concernant l'analyse polysomnographique, le groupe qui présentait une hypersomnolence objectivée sur le bilan de 48 heures avait des latences d'endormissement sur la nuit 1, bien évidemment sur les TIL et sur la nuit 2 plus courtes. Ces patients, ils dormaient plus, mais ils dormaient également mieux. Leur efficacité de sommeil était plus importante, 92% contre 83%. En revanche, il n'y a aucune différence qui n'a été retrouvée dans la répartition des différents stades de sommeil en termes d'indice de fragmentation du sommeil ou bien au niveau de l'IH résiduel entre les deux groupes. Le score sur l'échelle de somnolence d'Epworth était modérément corrélé à 35% à la latence au TIL sur notre série. Enfin, comme un tiers des patients présentaient une hypersomnolence associée à un trouble psychiatrique, nous avons par la suite comparé les patients qui présentaient un trouble psychiatrique à ceux qui n'en présentaient pas. Il est alors ressorti que ces patients étaient plus susceptibles d'avoir des antécédents de troubles de l'humeur, présentaient plus de symptômes d'insomnie, plus d'anxiété, plus de signes d'anxiété, et ils prenaient également plus de médicaments sédatifs. Curieusement, on n'a pas eu de différence au niveau des sexes, au niveau des comorbidités somatiques, au niveau de l'observance de la PPC entre les deux groupes et l'efficacité de la PPC. Il n'y a aucune différence majeure qui a été retrouvée dans les deux groupes en termes de critères polysomnographiques. À l'issue de cette étude systématique, on se rend compte que dès l'entretien, on élimine une grande partie des causes de somnolence résiduelle, environ 2/3. La dépression, c'est la première cause d'hypersomnolence dans la population générale et en fait, c'est également le cas dans notre série avec 1/3 des patients qui présentaient un trouble psychiatrique. 10% des patients étaient en prévention de sommeil, 22% utilisaient des médicaments sédatifs. Le relevé des données de PPC et la réalisation d'une PSG simple permettait de retrouver que dans 10% des cas, le SAS était insuffisamment contrôlé. Donc certes, ce n'est pas facile de pondérer la responsabilité de toutes ces causes, mais toutes ces causes peuvent être prises en charge individuellement et quand même rapidement. Voilà. Le bilan de 48 heures a quant à lui permis de mettre en évidence une hypersomnie d'origine centrale chez 16% des patients. Il faut savoir que ces patients-là, ils auront donc accès à toute la pharmacologie éveillante et pas seulement les médicaments qui ont l'AMM dans la somnolence résiduelle, du coup. Mais voilà. Enfin, chez un patient sur 5, il n'a pas été retrouvé de cause à l'entretien de somnolence. Et par ailleurs, la somnolence n'avait pas été objectivée sur le bilan de 48 heures. On peut se demander l'intérêt de faire un bilan de 48 heures chez ces patients, mais ça reste tout de même un peu informatif. En effet, si on a des latences au TIL supérieures à 17 minutes chez des patients qui se plaignent de somnolence sévère, ça peut aider les cliniciens à redéfinir avec les patients ce qu'ils entendent par somnolence, parce que souvent la somnolence, ça peut être quand même confondue avec de l'apathie, de la fatigue. Et enfin, sur ce groupe-là d'hypersomnie sans cause retrouvée, il se pose la question de mettre ou pas un traitement éveillant chez ces patients. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis je remercie l'équipe de la Pitié. Nous avons le temps pour quelques questions éventuellement. En attendant que le micro arrive, bravo pour cette superbe présentation parfaitement dans les temps. J'ai une toute petite question, je suis un peu surpris du faible ratio de patients en privation de sommeil. Alors c'était évalué comment, de manière déclarative à l'entrée dans le service? Il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas d'actimétrie? Non, on n'avait pas d'agenda, pas d'activité. C'était vraiment à l'entrée, à l'interrogatoire. Si on trouvait une différence de delta de sommeil entre le week-end, les jours de repos ou leur temps de sommeil adéquat pour chaque patient avec ce qu'ils déclaraient faire en semaine, d'une manière générale. Et est-ce que tu penses justement pour ces 22% de patients sans cause retrouvée qu'une exploration un petit peu plus objective de leurs habitudes de sommeil et de leur temps de sommeil en amont aurait pu apporter peut-être quelques réponses? Peut-être. Après, il y a plein de patients, même les patients qui sont adressés pour suspicion de narcolepsie, par exemple, pour lesquels on n'objective pas de somnolence ou de critères de narcolepsie, on ne va pas les traiter. Donc c'est une bonne question, ça. Et après, il faut évidemment peut-être pousser vers une actimétrie, un agenda de sommeil, retravailler les règles. Voilà.
Kébir. Pas bien compris, mais il n'y avait pas d'association entre la dépression et l'observance à la PPC. Non. C'est très surprenant, ça. Ouais. C'est très curieux, mais c'est vrai que même au niveau du sexe, on n'a pas vu de différence entre les femmes et les hommes, alors que dans la population générale, plus de femmes ont des troubles psychiatriques en lien avec des troubles de l'humeur. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de différence en termes d'observance. Donc, par contre, ça montre bien l'importance de la dépression dans ces causes d'hypersomnie diurne et qui doit nous faire insister sur la nécessité de la dépister systématiquement. Et au final, donc, tu arrives avec 10% de somnolence inexpliquée, ce qui rejoint un petit peu ce qu'avait fait Jean-Louis il y a maintenant quelques années dans Thorax. Tu étais plus proche de 6%. Merci beaucoup. Nous allons passer à la communication suivante de Julien Coelho sur déterminant du risque d'accident de la route chez les patients SAOS traités par PPC. J'ai réussi à faire planter à mon premier clic. Bonjour à tous. Je suis très content de vous présenter les résultats de ce projet qui porte donc sur les déterminants du risque accidentel chez les patients SAOS traités par pression positive continue. C'est un travail qu'on a pu réaliser grâce à une collaboration avec notamment l'équipe de Grenoble avec le professeur Pépin, le docteur Bailly, le docteur Bayeul, mais aussi grâce à l'Observatoire Sommeil de la Fédération de pneumologie, qui est une cohorte que je vais vous présenter dans les méthodes. La pression positive continue est efficace pour réduire la somnolence diurne excessive. Ça, c'est un élément, je pense, c'est assez consensuel. Mais certains patients restent somnolents et restent donc avec une somnolence au volant et donc un risque accidentel dans leur suivi. Donc là, on n'est plus trop sur vraiment essayer d'identifier la cause, mais essayer d'obtenir des facteurs prédictifs qui vont permettre de surveiller de plus proche ces patients qui ont un risque accidentel toujours présent dans le suivi. On a trouvé 4 études qui avaient déjà fait cette approche, des études observationnelles avant-après, avec différents schémas d'études. On a identifié plusieurs limites dans leurs travaux, et déjà c'était des travaux qui étaient souvent sur des échantillons qui étaient assez importants, mais qui n'étaient pas forcément une puissance adéquate quand on s'intéresse à des événements aussi rares que les accidents. Les facteurs confondants n'étaient pas toujours présents, la durée de sommeil, la dépression, et souvent c'était très très centré sur les données de la PPC, donc l'observance, l'IH résiduel, et assez peu sur les symptômes résiduels du SAOS. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce projet. On avait l'occasion d'avoir un échantillon large dans l'Observatoire Sommeil de la Fédération de pneumologie, un bon nombre de facteurs confondants, et on avait des données sur les symptômes résiduels et les données de la PPC. Et donc les 2 principaux facteurs, je pense que vous vous en doutiez, qu'on a utilisés pour essayer de voir si on pouvait prédire le risque accidentel dans le suivi, c'est la persistance de la plainte de somnolence au volant et l'adhérence à la PPC. L'Observatoire Sommeil de la Fédération de pneumologie, c'est donc une cohorte prospective nationale qui est remplie par des médecins au cours d'entretiens structurés depuis 1995 et qui, avec les derniers patients qu'on a utilisés, avait des données de 2017. Il y a 5308 patients qui ont été inclus avec un SAOS et engagés dans une thérapie par PPC. Et les différentes variables qu'on a mesurées, c'est donc le risque accidentel lié à la somnolence qui prenait la forme de presque accident ou d'accident, les caractéristiques du SAS, des données sur le sommeil et la santé mentale, donc la durée de sommeil, la dépression, la somnolence et les données de la machine. Premier résultat dans la description, donc effectivement c'est une population essentiellement d'hommes avec un BMI de moyen à 32 et on avait 75% de patients qui avaient un SAS sévère et un quart qui avait un SAS modéré. Premier constat, 42% des gens qui se plaignaient de somnolence au volant à l'inclusion avant la mise en place du traitement, 11% qui rapportaient des antécédents d'accidents ou de presque accidents avant l'initiation du traitement. Donc on est sur des phénomènes qui sont assez fréquents avant d'initier le traitement. Et ensuite, on a compté donc, les presque accidents et les accidents qu'ils ont eus pendant leur suivi. Donc 184 presque accidents, 56 accidents, donc c'est des événements qui restent rares, heureusement. Mais on a donc regardé les facteurs à baseline qui pouvaient prédire ça. Il y a différents éléments qui sont ressortis, mais dans les analyses multivariées, on le verra mieux. Le seul point que je voulais vous montrer dans ce tableau, c'est que les gens qui ont déjà eu des presque accidents et des accidents, c'est eux qui font 97% des presque accidents dans leur suivi, 95% des accidents dans le suivi.
Donc probablement déjà que c'est un premier élément assez important quand on s'intéresse à ces patients, c'est assez bête de le dire, mais donc l'antécédent de presque accident, ça identifie une population très particulière qui est celle qui a le plus de chances d'avoir à nouveau un accident. Et ça vaudrait presque le coup de faire une étude chez les gens qui ont des antécédents de presque accident et d'accident et des gens qui n'en ont pas. Le problème, c'est la puissance d'étude serait compliquée. Ensuite, on a regardé un avant-après, donc on regardait avant traitement, donc ça c'est à chaque fois le carré de gauche, c'est avant traitement, est-ce qu'ils avaient presque accident ou accident, et après traitement. Et en fait, on a regardé ça en fonction de leur adhérence à la machine. Donc ce qu'on voit, c'est 47% des gens qui rapportaient plus de 6 heures d'utilisation, 16% moins de 4 heures. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que déjà à l'inclusion, il n'y avait pas de différence, on pouvait finalement pas prédire le fait qu'ils allaient adhérer ou non à la machine en fonction de si c'était des gens qui avaient déjà eu des presque accidents ou des accidents. C'était a priori les mêmes patients sur ça avant de commencer la machine. Dans tous les groupes, moins de 4 heures, plus de 6 heures, on retrouve un effet de la machine. Par contre, il y a une relation dose-réponse, ça veut dire que plus ils utilisent la pression positive continue et plus il y a un effet sur la diminution des presque accidents et les accidents. Ensuite, dans les analyses de survie, on a regardé différents paramètres, cette fois-ci en univarié, donc par exemple l'échelle d'Epworth, donc la somnolence diurne excessive, et la somnolence spécifique au volant. Donc déjà, premier résultat qu'on trouvait intéressant, mais on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de ce congrès, c'est la somnolence au volant, c'est le meilleur prédicteur du risque accidentel par rapport à la somnolence générale, donc c'est peut-être la façon la plus efficace de poser cette question. Ensuite, on a regardé sur la durée de sommeil et les symptômes dépressifs. Et là, on avait une association avec les presque accidents, mais pas avec les accidents. Donc là, sur les courbes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, avec 50 accidents dans le suivi, on a des échantillons qui sont assez faibles. Il faudrait le vérifier avec des cohortes encore plus grandes. Et enfin, sur les caractéristiques de la machine, ce qu'on voit, c'est que l'index résiduel n'était pas du tout associé à la présence de presque accident ou d'accident dans le suivi. Par contre, l'adhérence à la machine, donc avec cet effet moins de 4 heures, 4 à 6 heures, plus de 6 heures, avec cet effet dose-réponse, prédisait les presque accidents et les accidents dans le suivi. Dans les analyses multivariées, on a pris toutes ces variables et on les a mises dans le modèle. On n'a pas pu mettre toutes les variables parce que comme elles sont collinéaires, donc la somnolence et la somnolence au volant, on a dû faire un choix. On a choisi de mettre la somnolence au volant, ça nous paraissait être le meilleur prédicteur. Et ce qu'on retrouve, et bon, ce qu'on a déjà vu en univarié, c'est que les meilleurs prédicteurs, c'est la somnolence au volant et l'antécédent, avec des hazard ratios qui deviennent assez impressionnants, donc avec l'antécédent d'accident ou presque accident. Et même pour la somnolence au volant, avec des hazard ratios, donc un risque augmenté, un risque prédictif vraiment important sur la somnolence au volant. En revanche, l'adhérence à la PPC n'était pas associée dans ce modèle multivarié au risque accidentel dans le suivi. Et on a trouvé un élément de réponse en creusant un peu ça, c'est qu'on a fait l'hypothèse que la présence des symptômes résiduels, de la somnolence au volant dans le modèle, finalement c'était un système de chemin causal, c'est-à-dire que quand on sortait la somnolence au volant du modèle multivarié, on retrouvait cette association statistique entre l'adhérence à la machine et le risque accidentel dans le suivi. Et donc probablement que ce qui se passe, c'est que quand on adhère à la machine, on est moins somnolent au volant et on a un risque accidentel diminué. En fait, quand on met tout dans le même modèle, ça s'appelle donc de la médiation et donc on capture plus l'effet de l'adhérence à la PPC. Au final, en conclusion, le risque accidentel persiste chez certains patients traités par PPC, donc 3,5% de presque accident et 1,1% d'accident. Donc on voit que c'est nettement diminué par rapport à l'inclusion, mais ça reste présent. La somnolence au volant résiduelle, c'est le meilleur prédicteur du risque accidentel, donc c'est peut-être la meilleure question à poser. L'adhérence, c'est également un facteur important avec une relation dose-effet. Ce sont deux marqueurs accessibles pour détecter la persistance du risque accidentel dans le suivi et ils devraient faire l'objet d'une évaluation systématique chez tous les patients SAOS traités par PPC ou d'autant plus chez ceux qui ont déjà eu un antécédent d'accident ou presque accident. Merci pour votre attention. Merci pour la ponctualité. Et donc, ça nous laisse le temps de quelques questions. Peut-être pour commencer, avant que le micro arrive, par rapport au taux d'accidents persistants, vis-à-vis de la population générale, est-ce que tu as une idée de la comparaison ? Ah ouais. Moi, c'est vrai que je me suis intéressé surtout à la population des SAOS. Est-ce que le sur-risque de SAOS sur le risque accidentel, je ne peux pas vous répondre. Mais peut-être qu'il y en a qui ont des éléments dans la salle. Mais... Kibi ? Oui, par rapport, en fait, dans les données de la cohorte des Pays de la Loire, on a commencé à mettre en évidence ce concept de Healthy Adherer Effect.
Est-ce que vous avez regardé ça parce que quelqu'un qui fait attention à sa santé, il est aussi plus responsable sur la route? Est-ce que c'est vraiment l'adhésion à la PPC qui fait qu'il a moins de risques d'accident, ou est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui s'arrête quand il est somnolent et ainsi de suite, qui fait qu'il a moins d'accidents? Ouais. C'est juste une question. Je comprends complètement cette question et ça a vachement de sens quand on veut intervenir sur ce risque accidentel. Nous, on s'était vraiment positionné dans une prédiction. Donc en fait, on n'a pas ces facteurs qui permettent d'aller jusqu'à la causalité, ça on l'a pas fait dans cette étude. C'était vraiment identifier des facteurs prédictifs, donc juste pour savoir qui a le plus de chances de se planter, pas pour intervenir et modifier le comportement. Donc non, on n'a pas fait ça. Très bien. D'autres questions? Merci pour la présentation. Par rapport au profilage du conducteur, est-ce que vous avez identifié ou fait remonter les informations? Véhicule léger, véhicule lourd, type de permis, conduite professionnelle, les loisirs, les horaires de conduite et les horaires d'accident en fait? C'était un entretien. C'est une très bonne question. Et donc ça, pour le coup, on n'avait pas une très bonne finesse. Ça fait partie des limites de cette étude. On n'avait pas une bonne finesse à la fois pour l'évaluation de l'outcome, parce que c'était rapporté, des accidents rapportés, alors que dans les études qui étaient faites sur ce sujet, c'était souvent des données objectives. Donc ça, c'est un premier point. Et du coup, non, on n'avait pas des données très précises sur le conducteur également. Et c'est un deuxième point. On n'avait pas non plus un élément qui était important, c'était le niveau d'exposition. Et ça, on l'avait pas dans cette étude. Donc on l'a bien mis en avant dans l'article qu'on a soumis. Mais c'est effectivement, il manque des réponses encore et avec un phénotypage plus clair du conducteur. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions à passer à la communication suivante. Merci encore. On va rester dans la somnolence diurne, mais cette fois-ci, on va l'évaluer par rapport au test de maintien d'éveil. C'est Pierre Tanquéré de l'équipe de Laure Peter qui fait cette présentation. Bonjour à tous. Merci à la SFRMS de me permettre de présenter les résultats de ce travail. Comme vous voyez, c'est un travail qui est collectif, qui est fait au sein d'un groupement de recherche avec les différents membres que vous voyez ici. Et on va s'intéresser à une population de SAS traitée, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil traité, des tests de maintien d'éveil, donc la mesure dite objective de la somnolence diurne excessive. Voici mes liens d'intérêt, rapidement la façon dont on va procéder très classique. Quelques éléments de contexte qui ont déjà été bien rappelés dans les présentations précédentes, donc on va être rapide. La somnolence diurne excessive, un problème de santé publique avec plus de 30% jusqu'à 30% des accidents routiers. Parmi cette somnolence, bien sûr, il y a le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une des premières causes d'accidentologie. Et une des forces qu'on a en médecine du sommeil, c'est qu'il a été montré, ou en tout cas suggéré, que la PPC réduisait rapidement le risque d'accident. Malheureusement, la PPC ne résout pas tout. Il y a une somnolence diurne résiduelle, ce qui pose plusieurs questions, celle du diagnostic étiologique, des traitements pharmacologiques disponibles depuis quelques années, et bien sûr du risque accidentel et de la législation qui va avec. Comment est-ce qu'on mesure de façon objective la somnolence diurne, ou en tout cas la capacité à rester éveillé? Eh bien, les tests de maintien d'éveil, vous voyez qu'on est à 40 ans d'évolution. C'est des tests qui ont pu varier au long des années en termes de durée des tests, 20 minutes, 40 minutes, en termes de nombre de tests effectués, en termes de définition de l'endormissement. On a une littérature qui est fournie sur les seuils. Alors la SFRMS nous propose des seuils de 19 et 33 minutes dans les bonnes pratiques. Outre-Atlantique, c'est un peu différent. Parfois, on voit 8 minutes, aucun endormissement. C'est des éléments qu'on peut rediscuter par la suite si vous voulez. Il y a des corrélations qui existent entre les performances de conduite réelles et sur simulateur et les résultats des TME. Elles sont imparfaites, mais elles existent. Et il y a un poids médico-légal qui est de plus en plus important parce que la législation qui a changé l'an dernier nous demande de faire des évaluations régulières avec des tests de maintien d'éveil, non seulement chez les conducteurs professionnels, mais aussi chez les conducteurs de véhicules légers. De cela découlent finalement nos objectifs d'étude qui étaient de dire mais est-ce que les valeurs normatives qu'on utilise sont les bonnes, ou en tout cas est-ce qu'elles sont intéressantes? D'autre part, la reproductibilité des tests de maintien d'éveil. Est-ce qu'on a une variabilité intercentre? Est-ce que même au sein d'un centre, si on prend 2 fois le même scoreur, on a une variabilité ou non? Et bien sûr, le cœur du sujet, les déterminants de la somnolence diurne excessive par les TME. La méthode, c'est une étude pour laquelle on a pris 141 patients consécutifs adressés au Centre du sommeil de Lyon pour des tests de maintien d'éveil entre 2017 et 2020. Vous voyez qu'on a fait un double scoring qui a été indépendant, d'une part à Lyon, d'autre part à Bordeaux. Puis s'il y avait une divergence entre ces scorings, il y a un scoring consensuel qui a été proposé. On a proposé de
faire des classifications dans nos patients, en disant que finalement, ceux pour lesquels on avait des arguments pour dire qu'ils étaient bien traités, c'est ceux qui avaient peu d'IH résiduel et un EPWORF inférieur à 11 sous traitement. Et entre les deux, vous voyez qu'on a des gens qui sont traités, en tout cas vus de loin, de façon moins satisfaisante. Les variables prédictives utilisées, c'est des variables très classiques démographiques auxquelles on ajoute des variables de polysomnographie, l'IH, les micro-éveils, des données sur l'observance. Ça fait particulièrement le lien avec la présentation précédente, donc vous verrez dans les résultats qu'on retrouve des choses qui sont assez congruentes finalement. Et l'accidentologie routière passée, pareil, pas sur des données objectives, mais sur du déclaratif, sur avez-vous eu un accident ou presque accident. La façon dont on l'a étudié, on a pris le seuil le plus univoque à notre sens dans la littérature, c'est de dire est-ce qu'il y a un endormissement ou pas. On a comparé ces deux populations et on a proposé une régression logistique. Première partie des résultats qui concerne le premier axe finalement que je vous ai présenté, qui est les résultats des tests de maintien d'éveil. Ce que vous voyez sur cette planche, c'est que finalement, on a des seuils qui sont assez élevés en latence moyenne d'endormissement, puisqu'on a parlé de 19 minutes, de 33 minutes. Nous, en latence moyenne, on arrive à 38,4 pour les patients qui sont, entre guillemets, bien traités, c'est-à-dire qu'ils ont un EPWORF et un IH qu'on a jugé satisfaisant. Et vous voyez aussi qu'il y a une petite hétérogénéité qui ressort significative d'ailleurs, notamment avec les patients pour lesquels il y a un EPWORF qui est supérieur à 11, quand bien même l'IH serait supérieur à 15. C'est la dernière colonne que vous voyez ici. Et ces résultats sur la latence moyenne d'endormissement se traduisent aussi quand on fait le distinguo entre population qui a au moins un endormissement ou population qui n'a pas d'endormissement parmi les 4 tests de maintien d'éveil, puisque vous voyez qu'on est entre 19 et 30% des patients qui ne s'endorment pas dans la population qui a un EPWORF inférieur à 11, alors qu'on est à plus de 50% dans les 2 dernières colonnes, les chiffres que vous voyez encadrés en vert en bas à droite. Deuxième axe, c'est de dire finalement est-ce que ces tests dits objectifs, ils sont reproductibles? Est-ce qu'on a quelque chose qui est assez congruent en inter et en intracentre? En intracentre, vous voyez que alors on a pris les différents seuils et la façon d'analyser les choses, c'est de regarder le pourcentage de différence dans notre population entre les patients qui sont en dessous du seuil ou au-dessus du seuil selon les centres. En intracentre, on est très bon, je ne sais pas, mais en tout cas la reproductibilité de l'examen est intéressante, à la fois sur les pourcentages de différence et sur le coefficient kappa-Cohen, dont on peut reparler aussi après si vous le souhaitez. En intercentre, c'est un peu plus mitigé. C'est un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que le coefficient de kappa-Cohen, il nous dit plutôt fair ou moderate, et puis si on regarde les seuils, notamment ceux qui sont recommandés par la SFRMS, et là, on a entre 3,5 et 12,1% de la population qui est en dessus ou en deçà du seuil selon les centres. C'est-à-dire que si c'est le seul critère finalement de reprise du travail, on aura 12% de la population, si on prend 33 minutes, qui sera apte dans un centre et inapte dans un autre. Peut-être un peu ennuyeux. On arrive au cœur du sujet, qui sont les facteurs prédictifs de l'endormissement. Vous voyez à gauche la population qui s'endort au moins une fois et la population à droite qui ne s'endort pas. Il ressort que l'IH résiduel, effectivement, il y a une différence notable entre les deux populations. L'IH résiduel avec le seuil de 15, c'est bien moins sûr. Les EPWORF supérieurs à 11, inférieurs à 11, pareil, on a une différence qui est significative et importante. L'observance, en tout cas dans nos données, et c'est un des éléments qui nous a surpris, on n'a pas franchement de différence avec ce seuil de 4 heures. Par ailleurs, l'historique des accidents routiers, là aussi, on a une différence significative, les autres variables ne l'étant pas. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en multivarié avec la régression logistique, il ressort un petit peu de façon comparable à tout à l'heure, les EPWORF et l'historique d'accidents autoroutiers déclaratifs. IH supérieur inférieur à 15 ne ressort pas. Et en fait, du coup, on a pris différents seuils. On a pris 15, 10, 5. On a pris l'IH résiduel en valeur absolue. Pareil, c'est des choses qui ne ressortent pas. C'est ce que je vous dis sur cette diapositive-ci. Des éléments de discussion rapidement. Sur les valeurs normatives, vous avez vu qu'on a des valeurs qui sont bien supérieures à celles qu'on utilise dans la littérature, avec ce fameux débat qui est de dire est-ce que finalement la façon de faire qui est de prendre la moyenne moins 2 fois la standard déviation est pertinent sur une distribution qui n'est absolument pas normale, au sens de la normalité mathématique, pas certain du tout. Reproductibilité, pareil, on est dans les valeurs qui sont similaires à celles de la littérature. On pourrait trouver ça plutôt satisfaisant ou acceptable. On a quand même 3,5 à 12% des patients qui changent de classe en fonction du centre. Sur le cœur du sujet, je vais être rapide là aussi. L'idée, c'est que, comme tout à l'heure, on voit une bonne corrélation plutôt avec les EPWORF qu'avec l'IH résiduel. Et si on regarde les autres éléments, avec la seule régression qui a été faite de la même façon en 2017 avec une régression logistique, nous, pour le coup, le temps d'utilisation de la PPC supérieur à 4 heures ne ressort pas comme significatif.
Les autres éléments de littérature ne sont pas tout à fait les mêmes modèles, de sorte qu'il y a une limite dans les comparaisons qu'on peut faire. Les deux perspectives ou les deux axes de travail qu'on est en train de creuser sont d'une part la définition de l'endormissement. Bien sûr, on a utilisé les normes ASM, mais les notions de micro-sleep, par exemple, ou d'analyse spectrale sont des choses qui sont intéressantes dans les TME. Et par ailleurs, la charge hypoxique comme marqueur prédictif de la somnolence diurne objective pourrait être une des pistes intéressantes également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Moi, j'insiste surtout sur l'importance et l'intérêt de votre étude. Merci pour ces superbes résultats qui donnent un poids tout à fait important à Epworth en pratique clinique et qui nous permet de répondre quand même, en dehors des TME, à la possibilité de suivre des patients en bonnes conditions. Bien sûr. Merci pour la présentation. On était un peu surpris par le nombre de patients qui étaient considérés comme qui avaient un IH résiduel supérieur à 15. En général, c'est assez confidentiel. Là, vous en avez. Est-ce que vous avez une explication Alors, si je suis un peu chauvin, je vous dirais qu'on est un centre de référence, donc on prend les patients qui nous sont adressés et c'est pas forcément les nôtres, de sorte qu'il y a une hétérogénéité en fait dans le traitement et dans le suivi des patients. Et effectivement, nous, c'est la population qu'on a reçue dans notre centre, quand bien même c'est pas nous qui avions fait la prescription initiale de PPC. Et peut-être qu'il faudrait creuser sur d'où viennent les différents patients. Et est-ce que sur certains, il y a une initiation qui a été faite comme ça, on leur a dit, écoutez, on a trouvé une apnée du sommeil, mettez la PPC, puis allez voir le centre du sommeil pour faire des TME, ou est-ce qu'il y avait vraiment un vrai suivi sur la PPC et parce qu'effectivement, nous aussi, on a été surpris par le fait qu'il y ait autant de personnes avec un IH supérieur à 15. Mais c'est un IH sous traitement, c'est ça? Sous traitement. Mais sur de la polysomnographie ou de la... Exactement. C'est pas des données machines, c'est la polysomnographie la veille des TME, puisque à Lyon, on fait systématiquement une polysomnographie sous PPC avant de faire les TME. Peut-être dernière question très rapide, Dany. À nouveau, c'est-à-dire que là, on n'a pas utilisé les données machines. On a utilisé vraiment les données de polysomnographie. C'est pour cette raison. Tu as fait une polysomno sous machine. Donc toi, tu avais des données vérifiées. Tu t'es pas contenté des données machines. Exact. Oui, c'est une bonne explication. Juste le consensus, si je puis me permettre, dans quelques minutes, qui dit que un patient somnolent sous PPC, il faut faire une polysomnographie. Donc tu es dans les bonnes pratiques professionnelles. Merci pour cette aide. Renaud, tu veux intervenir? Renaud? Ok. Donc on va passer à la dernière présentation. Merci encore. Et c'est donc Thibaut Gentilhol qui va parler une fois de plus d'observance et de facteurs déterminants de cette observance. Merci Thibaut. Merci aux organisateurs d'avoir sélectionné notre présentation en communication orale. Alors c'est une étude qui vise à déterminer les facteurs d'adhésion à la PPC. Et en fait, je tenais à remercier quand même tout de suite l'équipe des co-investigateurs, puisque c'est une étude qui a été faite dans le Nord, ainsi que Jean-Arthur Micoulot et Jean-Louis Pépin, Sébastien Bailly pour les analyses statistiques. Alors voici mes liens d'intérêt. J'insisterai juste sur le prestataire auxiliaire qui est le sponsor et le promoteur de l'étude et qui nous a permis de la réaliser. Alors, on a déjà eu des communications intéressantes précédemment sur les facteurs de déterminants de l'observance. Alors, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les facteurs d'adhésion. Les facteurs d'adhésion, c'est-à-dire la proportion que votre patient a adhéré au traitement qu'on lui propose avec différentes dimensions, une dimension biomédicale, une dimension psychologique, une dimension sociale. La dimension sociale, on avait publié récemment l'importance de la dyade et de la relation du couple, c'est-à-dire l'écosystème qui tourne autour du patient. Dans ce travail, on s'est intéressé à deux dimensions, la dimension psychologique et sociale. Alors la dimension psychologique, c'est un paramètre qu'on a étudié, c'est l'auto-efficacité personnelle du patient, c'est-à-dire la possibilité qu'un patient a d'adhérer à son traitement psychologiquement, à ce qu'il le comprenne, à ce qu'il en mesure les enjeux, les intérêts, les efforts qu'il est prêt à faire pour être mieux pris en charge, et donc son impression d'utilité. Alors comment l'évaluer? Alors il y a des questionnaires et on en a sélectionné un à l'aide de Jean-Arthur Micoulot qui est l'échelle SEMSA 15, qui est une échelle de perception, de mesure de la perception de la pathologie par le patient. C'est une échelle au départ qui avait été publiée par Weaver, une échelle anglo-saxonne, et qui a été traduite par l'équipe bordelaise avec 15 items et qui a été validée dans des cohortes de population apnéique. Alors je vous la présente brièvement. C'est une échelle qui prend globalement 3 grands volets avec 5 questions par item. Je vous en présente donc les 3 volets. Le premier, c'est l'évaluation de la perception de mes symptômes et de mes risques, par exemple, une question posée.
mes chances d'avoir de l'hypertension artérielle en rapport avec le syndrome d'apnée du sommeil sont très faibles, faibles, élevées, très élevées. Deuxième volet, c'est les bénéfices que j'attends si j'utilise mon traitement. Donc si j'utilise mon traitement, je vais diminuer mes risques d'avoir un accident quand je conduis. Risque pas du tout vrai, rarement vrai, etc. Et le troisième volet, c'est l'engagement dans ma prise en charge. Jusque où je suis prêt à m'engager. Par exemple, là, si j'utilise ma PPC, je vais aller au-delà de mes risques de sensation de claustrophobie si je suis claustrophobe. Voilà, donc 5 questions par volet, ça fait 15 items avec 4 possibilités par question. Alors ce questionnaire a été validé, a été évalué, et là j'ai repris une étude encore par le même auteur sur 140 patients apnéiques traités par PPC, suivis par 6 mois, où en fait on a évalué 3 questionnaires dans cette étude, et notamment le score SEMSA 15, et en fait clairement il y a une corrélation entre le niveau de perception par le patient apnéique sous PPC et son observance. Deuxième dimension qu'on a essayé d'évaluer, c'est une dimension sociale, et là on a plutôt essayé de regarder la littération en santé. C'est quelque chose qu'on avait déjà présenté l'année dernière en communication orale. La littération en santé, c'est quoi? C'est la capacité qu'un patient va avoir à accéder aux connaissances médicales liées à sa pathologie, à la comprendre, à l'évaluer et à l'appliquer pour être mieux pris en charge. Donc c'est une dimension qu'on commence à connaître maintenant dans toutes les pathologies chroniques, par exemple notamment dans le diabète, et cela a été évalué dans le syndrome d'apnée du sommeil. Alors il y a déjà une idée, c'est que globalement on peut comprendre qu'un faible niveau de littération en santé, ça va être probablement lié à un état de santé moindre, et ça a été prouvé dans le syndrome d'apnée du sommeil, dans une cohorte australienne de 91 patients. Alors là, les auteurs, il y a différentes façons d'évaluer la littératie, et en fait, ils évaluaient l'aptitude et la rapidité avec laquelle un patient est capable de lire des termes médicaux pour évaluer leur littératie en santé. Et globalement, ils montraient que les patients qui avaient un faible niveau de littération en santé avaient une diminution de l'adhésion et de l'observance à la PPC. Comment on évalue ce niveau de littératie? Alors, il y a différents questionnaires. On en a sélectionné un, qui est le HLQ. Alors, il est assez compliqué, puisqu'il est long, il y a 44 items, il a été traduit en français. Et en fait, vous voyez, il y a différentes dimensions. La proportion de communiquer avec ces professionnels de santé, comment j'ai accès à l'information. Alors, notre étude, elle a pour objectif d'évaluer la perception, l'impact de la perception du patient sur sa pathologie, la littératie sur l'observance des patients traités pendant 1 an. On va essayer de définir un seuil optimal de ce score SEMSA pour savoir si ça prédit ou non l'observance en fonction d'un score, et on va utiliser des trajectoires d'observance. Alors, ça a été publié cette année, où en fait on a présenté le design de l'étude. Donc c'est une étude multicentrique dans le Nord. On a inclus des patients pour lesquels on a initialement défini les différents profils polysomnographiques, les symptômes, les comorbidités, l'environnement, les caractéristiques individuelles, et ils ont tous rempli les questionnaires. Un questionnaire de self-efficacy, donc le SEMSA 15, un questionnaire de littératie, de précarité, qualité de vie, et on les a suivis pendant 1 an. Alors avec le télésuivi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc justement faire des trajectoires d'observance. Les résultats sont les suivants. Nous avons inclus 302 patients. Il y en a 9 qui sont sortis de l'étude, donc 293 sont analysables. 206 hommes, un âge médian de 55 ans, un IMC confortable, et vous voyez des syndromes d'apnée obstructif significatifs, donc qui nécessitaient la mise en place d'une PPC. Alors, on a d'abord évalué globalement le niveau de littération intensée dans notre cohorte, et globalement, on était un peu déçus, mais tant mieux pour les patients, ils avaient tous un bon niveau de littération en santé. On a essayé de déterminer globalement 2 groupes de patients, les observants et les non-observants à 1 an, et on a 34% de patients non-observants à 1 an à moins de 4 heures. Donc on a différencié ces 2 groupes de population entre les non-adhérents et les adhérents à moins de 4 heures à 1 an, et vous voyez que globalement, les 2 groupes sont très comparables en termes d'IMC, en termes de sévérité du SAS. Ils avaient globalement une différence sur l'IH, mais des niveaux d'IH relativement élevés dans les 2 groupes, pas de différence sur les comorbidités, sur les symptômes, donc 2 populations comparables. Lorsque l'on regarde le niveau de la perception et le fait que la perception va modifier ou non l'observance à 1 an, vous voyez que de façon significative, sur les 3 points de l'échelle SEMSA, on a de façon significative une différence avec une perception qui sera beaucoup plus faible chez les patients non adhérents à 1 an, et on retrouve ça de façon significative sur le score total.
On a des résultats également intéressants sur la littératie, mais uniquement sur un seul domaine, c'est-à-dire les patients qui avaient la possibilité de comprendre ou d'être compris par le professionnel de santé avaient en fait une meilleure adhérence si leur littératie niveau en santé était élevée, mais on n'a pas retrouvé de façon significative ressortir sur le questionnaire de littératie les autres paramètres. On a regardé si finalement ce score SEMSA pouvait avoir un niveau seuil, et on a fait un pointage à 15 jours, à 3 mois et à 1 an, et voyez en fait que l'on voit de façon significative que le score SEMSA est directement corrélé à l'observance pour ces 3 points, avec un niveau seuil. Donc ça va être intéressant éventuellement pour l'appliquer en pratique clinique et pour faire remplir à l'avance ces questionnaires aux patients, puisqu'il manifestement, il prédit le niveau d'observance et d'adhésion au traitement. Et enfin, on a terminé le travail là pour évaluer les trajectoires d'observance. C'est-à-dire qu'on a regardé l'observance sur 1 an et on a 3 niveaux d'observance. On a des patients qui ont des hauts niveaux d'adhérence. Vous voyez qu'on est à plus de 6 heures pour 53%. On a des niveaux d'observance intermédiaires entre 3 et 4 heures pour 35%. Et on a des patients dont les niveaux d'adhérence sont très bas, à la limite du désappareillage d'ailleurs, puisqu'ils arrivent à moins de 1 heure au terme de 1 an. Donc on a regardé si finalement on avait des différences également sur le score de perception de sommeil sur ces 3 groupes de patients. Et vous voyez qu'on retrouve ces niveaux de valeur avec des niveaux pour les patients très observants de perception de qualité, de perception de sommeil, de perception de la pathologie très élevés, avec des niveaux de perception beaucoup plus bas pour les 2 autres classes. La différence est beaucoup plus significative entre les très hauts niveaux et les niveaux intermédiaires, plutôt que les intermédiaires et les très hauts niveaux. On ne retrouve pas de différence significative, malheureusement, sur les différents checkpoints sur la littératie. Donc pour conclure, on a donc des facteurs d'adhésion psychologique qui impactent l'observance sur la trajectoire de nos patients. On a réussi à déterminer une valeur de score prédictive. Il y a des domaines de la littération tentée qui semblent impacter l'observance de nos patients. Je pense qu'il va falloir essayer pour le moment d'intégrer ces facteurs d'adhésion et de mesure de ces facteurs d'adhésion psychologique à la prise en charge de nos patients. Et donc là, il y a une étude en cours avec Sébastien Bailly sur Grenoble pour évaluer tout ça. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thibaut pour cette superbe présentation qui nous ouvre aussi de nouvelles possibilités de suivi de nos patients. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, très très tôt, tu peux prédire quand même l'observance, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on avait dit sans pouvoir le mettre en évidence. Je vous propose d'arrêter là pour les communications et de passer dans la salle d'à côté 3.1A pour la suite avec les posters discussions pendant une demi-heure environ.